Nous sommes aujourd'hui vendredi 20 août. Bonne fête Bernard. À Paris, l'été s'achève. Dans les rédactions, ce vendredi remet à la une un pays en état de conflit permanent. En Irak, c'est peut-être la bataille de Nadjaf qui débute pour de bon. Georges Malbruno, vous êtes avec nous en direct de Bagdad. Alors en fait, Sader a fait ces dernières heures une nouvelle volte-face. Il aurait ordonné à ses miliciens de quitter le mausolée d'Ali et de remettre les clés aux autorités religieuses de Nadjaf. C'est le dernier papier envoyé par le reporter Georges Malbruno. Depuis quelques jours, la ville sainte et le mausolée d'Ali sont assiégés, djihadistes contre combattants chiites. Ce nouvel épisode de la guerre en Irak, le journaliste Georges Malbruno a accepté de le couvrir. Pour la radio RTL, mais aussi pour le quotidien Le Figaro. Il a décidé vendredi de partir en pensant que les conditions de sécurité étaient remplies. Oui. Et c'est seulement le journaliste qui décide s'il peut le faire ou peut pas le faire. C'est sur le terrain. C'est une pression de la rédaction. Oui, bien sûr, il y a une pression, mais ça c'est normal et chacun est dans son rôle. Mais c'est au journaliste sur le terrain de décider. C'est lui qui a les paramètres pour décider où aller, quand partir, avec qui partir et quand revenir. Sous la pression militaire, le jeune imam reste... Avec Malbruno, un autre de ses confrères a accepté lui aussi de partir. Il s'appelle Christian Chesneau. Pigiste à Radio France, il appelle également ce matin-là sa rédaction. Quand nous sommes redescendus de conférence de rédaction, un assistant de rédaction nous a informé qu'il avait eu Christian au téléphone, nous avertissant qu'il partait à Nadjaf et que sitôt arrivé à Nadjaf, il nous rappellerait. Pour assurer à Malbruno une meilleure communication téléphonique avec RTL, Mohamed Al-Joundi, le chauffeur syrien, a arrêté la voiture. Et le journaliste est sorti, le portable à l'oreille. 5 minutes d'arrêt au bord de la route, l'équipe est vite repérée. Elle traverse ce que l'on appelle le triangle sunnite, une zone hors de tout contrôle. Ici, les groupes armés anciens de Saddam ou nouveaux islamistes font ce qu'ils veulent, et ce depuis des mois. À quelques dizaines de kilomètres de Nadjaf, les 3 hommes vivent leurs derniers instants de liberté. Il y avait un rendez-vous téléphonique prévu le vendredi et que ce rendez-vous téléphonique n'a pas eu lieu. Il avait été prévu la veille. Donc le vendredi, la rédaction s'est inquiétée. On se dit, Christian et Georges sont des gens qui connaissent très bien le terrain, ne prennent pas de risques inutiles, ce ne sont pas des cow-boys, ils parlent arabe, ils ont une conscience du danger qui est assez grande. Donc, je sais pas, on essaye de se rassurer de cette manière-là, en se disant, bon, ça reste un impondérable technique, ils n'arrivent pas à nous joindre, ou ils n'ont peut-être pas connaissance de nos messages. Ce même vendredi soir à Rome, l'inquiétude est là aussi. Depuis la veille, le téléphone portable du journaliste Enzo Baldoni ne répond plus. Christian Chesneau et Georges Malbruno ont disparu vendredi matin sur la route de Nadjaf. Déjà 4 jours sans nouvelles. Le week-end n'a apporté aucun élément nouveau. En France, les familles ont été prévenues. À Bagdad, l'ambassade de France est déjà en alerte. Ici, le 23 août, les événements vont se précipiter. Dans la même journée, 2 visiteurs vont proposer des éléments importants pour le sort de Chesneau et Malbruno. Vers 9h30, un Irakien qui fait office de guide pour les Français se présente. Il prétend être membre du ministère de l'Intérieur. Son nom, Reda Mohamed. Il affirme aux diplomates qu'un chef de tribu, sait où sont les otages. Il dit aussi que moyennant finance, lui, Mohamed Reda, peut dénouer la situation. J'ai contacté ce cheikh. Il m'a dit, je suis à votre disposition, mais il faut que tu payes les dépenses. Il faut bien comprendre la coutume irakienne. Si un chef de tribu va, c'est un autre chef de tribu, il faut qu'il égorge les moutons, il faut que tout le monde... Et ça, il faut payer un peu de l'argent. C'est pas celui qui nous a invités. Il faut nous, qu'on achète 2 ou 4 ou 5 moutons, qu'on égorge, et on commence à discuter. C'est-à-dire résoudre le problème. Autrement dit, il faudrait verser entre 700 et 1000 $ pour un méchoui, où l'on négocierait le problème, la libération des journalistes.
À l'ambassade, c'est Franck Gelé, le chargé d'affaires, qui reçoit cette proposition. Il est plutôt sceptique sur l'offre de Reda. Exactement. Il n'apportait aucun élément à l'appui de ses dires. Enfin, tout au moins, il ne se disait pas, il ne disait pas avoir connaissance de l'endroit où étaient les otages, ni du groupe qui pouvait les détenir. Il se proposait simplement d'engager un processus qui conduirait à les identifier. Si cette offre n'est pas suivie par l'ambassade de France, d'autres en revanche vont croire dans l'histoire de ce guide. Ils ne tarderont pas à surgir dans cette affaire. Le deuxième élément arrive au diplomate en fin d'après-midi. Il provient d'un journaliste de Libération qui réside à l'hôtel Mansour. Son guide se nomme Hussein, celui-là même qui plus tard sera pris en otage à son tour avec Florence Aubenas. À l'époque, Hussein affirme à l'envoyé spécial de Libération qu'il a reçu d'un émissaire deux choses: la promesse d'un rendez-vous avec un intermédiaire et une lettre, preuve irréfutable de la détention des deux journalistes. Leur nom était écrit tout en haut de la lettre. Et voilà, il n'y avait rien d'autre d'inscrit sur cette lettre. Au-delà de la lettre, pas plus d'informations que ça? En tout cas, on avait des informations qui nous laissaient entendre que les ravisseurs étaient prêts à les relâcher très vite. Qu'ils n'avaient rien contre eux, qu'ils étaient journalistes, qu'ils étaient français. Christophe Boltanski se rend alors à l'ambassade de France afin de communiquer ces informations, le futur rendez-vous et la lettre. Le document est encore aujourd'hui conservé dans un coffre de l'ambassade en Irak. Voilà, alors ce document comporte les signatures des otages. Il nous a été remis par un intermédiaire le 23 août, c'est-à-dire 2 jours après que nous avons été informés de la disparition de nos 2 compatriotes. Alors, le même jour, nous l'avons transmis aux rédactions intéressées. Nous avons reçu une authentification le jour même de l'une et le lendemain matin de la seconde. Dans la soirée, le journaliste de Libération rejoint le point de rendez-vous fixé par l'intermédiaire. Personne ne se présente. L'affaire semble mal engagée. Par la suite, nous avons compris qu'il y avait probablement eu des problèmes internes au groupe. Manifestement, le groupe s'est ravisé, autant que nous ayons pu le comprendre. Effectivement, durant les 72 heures qui ont suivi, cette fois des rencontres ont bien eu lieu, mais en vain, aux grandes dames de l'ambassade. Terrible nouvelle. L'exécution du reporter italien Enzo Baldoni vient d'être revendiquée par l'armée islamique en Irak. Urgence pour les négociateurs français. Il faut absolument reprendre contact avec les ravisseurs des journalistes. Mais l'intermédiaire, toujours le même, a de mauvaises nouvelles. Un émir, un nouveau chef, a repris les choses en main. Ce qui nous a été expliqué, c'était qu'effectivement, l'émir du groupe était quelqu'un qui, clairement, avait un agenda qui n'était pas simplement un agenda irakien, qui avait fait des fréquents séjours à l'étranger, qui était un Irakien qui était revenu, mais récemment, qui était sur des lignes beaucoup plus islamistes, de type salafiste, et qui s'opposait à la libération des otages. Toutes ces informations tombent plutôt mal, car l'ambassadeur de France en Irak se trouve à Paris. Très précisément ici, au Quai d'Orsay, comme en témoignent ces quelques images. Comme tous les ans, Bernard Bajolet, que l'on découvre ici au premier plan, participe à la conférence des ambassadeurs, une suite de réunions de travail au cours desquelles chaque diplomate français reçoit sa feuille de route pour l'année. Assalamu alaikum. C'est l'information que tout le monde redoutait. La chaîne arabe Al Jazeera annonce l'enlèvement des 2 journalistes par l'armée islamique en Irak. Cette annonce est accompagnée d'une vidéo de mauvaise qualité. Sur la bande, 2 séquences où apparaissent brièvement Christian Chesneau et Georges Malbruno.
Je voudrais dire à ma famille d'abord que tout va bien. Suite un communiqué demandant à la France d'annuler la loi sur le voile en raison de ce qu'elle comporte comme injustice et agression contre l'islam, est-il précisé. Nous donnons à la France un délai de 48 heures. Nous, ça a été une réelle stupeur, quoi. Ça a été l'anéantissement, d'autant plus que nous savions ce qu'il était arrivé à Enzo Baldoni quelques jours auparavant. Ça a été... le ciel nous est tombé sur la tête à ce moment-là. J'étais seule à la maison avec ma fille. Là, j'ai hurlé, quoi. J'ai hurlé et puis, bon, ma fille a fait une petite crise aussi. Il a fallu que quelqu'un vienne la prendre en charge. Et ça a été d'autant plus dur que je me suis retrouvée ensuite toute seule devant la télé. On a passé une nuit blanche avec ma mère et c'est une nuit qu'on n'oubliera jamais. On ne l'oubliera jamais. C'est une nuit où effectivement tous les scénarios possibles et inimaginables vous passent par la tête et que vous êtes là à Paris, impuissant, à sauver votre frère et à ne rien pouvoir pour lui, à subir cette histoire et cette situation. L'armée islamique en Irak est bien devenue le cauchemar des Occidentaux. Un cauchemar dont elle tourne elle-même les images. Parmi la trentaine de groupes qui harcèlent l'armée américaine dans le triangle sunnite, c'est l'un des plus structurés, des plus violents aussi. Apparu pour la première fois 5 mois plus tôt, ce groupe estimé à 300 combattants a revendiqué la mise à mort particulièrement atroce de 4 agents de sécurité américains en civil qui traversaient Falloujah ce 31 mars 2004. En juillet, l'armée islamique en Irak a annoncé l'exécution de 2 Pakistanais, la décapitation d'un interprète sud-coréen qui, quelques heures avant, implorait ses bourreaux de lui laisser la vie sauve. Et puis, il y a 2 jours, donc, l'assassinat du journaliste Baldoni, encore dans tous les esprits. Réunion de crise à Matignon et Place Beauvau pour coordonner... L'affaire est grave, il faut aller vite. À Matignon, tout d'abord. Dès la fin de matinée, le gouvernement met en place une cellule de crise avec au cœur du dispositif 4 hommes. Côté Quai d'Orsay, un très discret diplomate. Il s'appelle Pierre Vimont, c'est le directeur de cabinet de Michel Barnier. À ses côtés, le chef des services secrets français, Pierre Brochant. Sur l'armée islamique en Irak, le nouvel ennemi, rapidement, il va déployer plus d'une centaine d'agents. Appartenant à l'état-major particulier du président de la République, le général Georges Lain, chargé de rapporter les différentes hypothèses envisagées au chef de l'État. Enfin, pour coordonner le tout, le directeur de cabinet de Jean-Pierre Raffarin, Michel Boyon. La revendication sur le voile, la France doit y apporter une réponse claire. Dominique de Villepin est à la manœuvre. Ce dimanche, dans les salons du ministère de l'Intérieur, les représentants de la communauté musulmane sont venus assurer de leur plein et entier soutien. Le peuple français unanime de toute origine, de toute religion, de toute croyance, est rassemblé derrière nos compatriotes Christian Chesneau et Georges Malbruno. Je suis prête, parce que je refuse que mon foulard soit taché de sang, à rejoindre avec d'autres citoyennes musulmanes voilées l'Irak pour se porter otage de substitution. Oui, en effet, la question est bien trop grave. Jacques Chirac lui-même prend la parole. Terre de tolérance. La France assure l'égalité, le respect, la protection du libre exercice de toutes les religions dans le cadre de notre loi commune. Cette tradition, ancrée dans notre histoire, est le ciment de notre cohésion nationale. Ces valeurs de respect et de tolérance inspirent notre action partout dans le monde, comme sur notre territoire national. Ce sont elles aussi qui ont inspiré la politique de la France en Irak. À Matignon, lors d'une nouvelle réunion exceptionnelle,
Les visages sont tendus. Cette exigence sur le voile n'est décidément pas une affaire simple. C'est une revendication publique extrêmement forte et étonnante, puisqu'elle ne porte pas sur un sujet irakien, elle porte sur une loi française, la loi concernant la laïcité, qui est une loi républicaine fondamentale de notre pays. Et donc, on voit bien à la fois le problème que pose le fait de sauver, de sauvegarder la vie de ces deux otages, de les sortir de là où ils sont, et puis un autre problème derrière, qui est un problème de débat de société en France à propos de la loi sur la laïcité. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il y a cette revendication originale, grave, importante, que nous décidons cette double réponse, une réponse de l'unité nationale, notamment de toutes les communautés qui forment notre société, et les Français musulmans qui prennent la parole et qui la prennent fortement et de manière unanime, et puis cette autre réponse que je suis chargé d'apporter moi-même dans la région, dans les pays arabes et musulmans. L'ambassadeur Bernard Bajolet est le premier à se rendre sur place, accompagné du chef de poste de la DGSE en Irak. Devant l'urgence, le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères ont décidé de les renvoyer dès ce dimanche. Dans les jours qui viennent, leur rôle sera crucial. Le lendemain matin, le diplomate est à pied d'œuvre. Excellent connaisseur du monde musulman, Bernard Bajolet sait comment faire passer les messages. Sa première mission consiste donc à rencontrer les religieux qui comptent à Bagdad. De son côté, le ministre a débuté sa tournée, au Caire tout d'abord. Tête à tête avec le président Moubarak, puis le chef des renseignements égyptiens, rendez-vous ensuite avec le secrétaire général de la Ligue arabe, et enfin déclaration devant les caméras. La fin de l'ultimatum est proche, il faut s'adresser aux ravisseurs. Ces deux journalistes, Christian Chesneau et Georges Malbruno, exercent leur métier. Ils le font en Irak pour expliquer au monde, pour témoigner de la réalité, de la situation sur le terrain, témoigner des conditions difficiles de vie du peuple irakien. Sauver les journalistes Chesneau et Malbruno. À Paris aussi, la mobilisation est totale. Dans les manifestations, citoyens, journalistes et hommes politiques confondus. C'est un chantage contre la démocratie en France. Et cette loi, nous étions un député de droite et de gauche à l'avoir votée ensemble. C'est la loi de la République et nous sommes là pour dire que la représentation nationale, la démocratie en France est sacrée et que ça ne se négocie pas. 20h30 sur Al Jazeera, coup de théâtre. La chaîne qui avait déjà annoncé l'enlèvement diffuse une deuxième vidéo des ravisseurs. L'ultimatum est prolongé de 24 heures. En anglais, les deux otages interpellent Jacques Chirac, lui demandant d'abroger la loi sur la laïcité. Si elle n'est pas annulée, disent-ils, nous risquons de le payer de notre vie. Au 12e jour, RTL annonce que le général Rondeau est à Bagdad. L'information est d'importance. Rondeau est le conseiller au renseignement auprès de la ministre de la Défense. Il a horreur de la publicité. Vous ne verrez pas son visage, mais ses états de service parlent pour lui. Il a capturé Carlos, le terroriste international, négocié la libération d'otages au Liban, contribué à l'arrestation de poseurs de bombes dans Paris avec la DST. Il a même écrit des que sais-je sur l'Irak ou la Syrie. Sa réputation est d'être un solitaire. Mardi 31 août, Le Monde reprend donc la nouvelle. Le maître espion opère en Irak. Ce qui est même confirmé de sources officielles, est-il écrit. En fait, selon nos sources, le ministère ignore où se trouve précisément son expert. Il est très certainement encore en vacances dans le Morvan, sa terre d'élection. Alerté, Rondeau regagne son bureau à Paris dès le lendemain. Pourtant, le ministère publie un communiqué. On n'y confirme ni n'infirme le voyage du général. De quoi cultiver le quiproquo sur le rôle de Rondeau, dont on ne sait jamais où il se trouve exactement.
ministre de l'Intérieur, quant à lui, poursuit sa mission d'explication. Cette fois à la Grande Mosquée de Paris. La revendication sur le voile soulevée par les ravisseurs continue d'embarrasser. À la veille de la rentrée scolaire, il ne faudrait pas que les choses tournent mal. Pas question que le foulard redevienne dans notre pays un enjeu. Le soir, sur Al Jazeera, pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne d'information du Qatar, la rédaction prend clairement position et condamne la prise d'otage des deux journalistes français. 13e jour. Le dernier ultimatum a expiré la veille. Les ravisseurs n'ont transmis aucune information supplémentaire. L'ambassadeur de France, rejoint par un envoyé spécial du Quai d'Orsay, enchaîne les rencontres. Ses interlocuteurs, toujours des religieux sunnites ou des chefs de tribu. Nous ignorons l'identité des ravisseurs et nous ne savons pas où se trouvent les otages. Nous n'avons pas de contact direct, mais des intermédiaires, amis religieux, agissent sur le terrain sous mes ordres. Nous sommes informés heure par heure et espérons leur libération rapide. Que nous sommes extrêmement reconnaissants au Conseil des Oulémas pour tous les efforts qu'ils ont déployés et qu'ils continuent à déployer. Et pour les positions extrêmement claires, nettes, sans ambiguïté, que le Conseil des Oulémas a toujours exprimé depuis le début sur cette affaire. En coulisses, ce jour-là, des renforts de la DGSE viennent d'arriver. De son côté, Michel Barnier continue son marathon et débarque à Doha, au Qatar. Le soir, il s'invite sur le plateau du journal télévisé de la chaîne Al Jazeera encore, pour une intervention en direct cette fois. J'ai l'espoir, sincèrement, que la raison va l'emporter et que les appels qui ont été lancés, en particulier et au-delà des hommes politiques de cette région, par les plus grandes consciences de l'islam, les appels au respect de la vie humaine l'emporteront. Une médiatisation du ministre français sur la grande chaîne arabe qui va très vite porter ses fruits. À partir du mardi, où je me trouvais encore dans la région, à Amman, à Doha, il n'y a plus d'ultimatum, il n'y a plus de menaces, il n'y a plus de cassettes. On a eu le sentiment que la pression immédiate retombait, que c'était un peu moins grave. Et je suis resté quelques jours dans la région puis pour ensuite revenir, parce que visiblement, s'il n'y avait plus de menaces et d'ultimatum, il n'y avait quand même pas de libération. Et donc nous entrions à ce moment-là dans une troisième phase de cette crise et qui probablement pouvait durer plus longtemps. Voilà le sentiment que j'ai eu. À Paris, le directeur de la rédaction du Figaro, Charles Lambroschini, vient d'être contacté pour un discret rendez-vous. La rencontre a lieu au bar de cet hôtel avec un personnage qu'il ne connaît pas encore. Il s'appelle Mustapha Aziz. Connu par les services comme homme d'affaires, Aziz est aussi porteur d'un passeport diplomatique, comme le prouvent ses documents. Depuis quelques mois, cet homme est en effet devenu conseiller à l'UNESCO de Laurent Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, Aziz propose aux journalistes de parler à un chef de tribu en Irak. Joint sur son portable, le cher irakien se vante de pouvoir ouvrir beaucoup de portes dans son pays. Il m'a expliqué que, comme il était un grand chef, il suffisait qu'il élève la voix pour que tout le monde s'incline devant lui et que les otages soient libérés. Et que donc, il me disait que si je venais le rejoindre en Jordanie et de là en Irak, que j'aurais la gloire de recevoir moi-même les deux otages libérés. Et l'Irakien d'ajouter qu'une simple lettre de mission signée Dominique de Villepin pourrait suffire à la libération. Je me suis dit, au Proche-Orient, tout est possible, mais parce que tout est possible, ça n'est pas à moi de faire la négociation ou de me proclamer intermédiaire. Donc je préviens les autorités françaises, j'ai appelé Dominique de Villepin, je lui ai dit voilà,
ce qu'on m'a dit, voilà les noms, voilà les numéros de téléphone. Je lui ai tout donné, en lui disant qu'évidemment c'était à lui et aux autorités françaises concernées d'essayer de voir à quel point ces gens-là étaient sérieux. Après vérification, la piste est très vite abandonnée par les services français. De son côté, Mustapha Aziz va continuer son curieux lobbying. Ce même jour, une délégation des musulmans de France est à Bagdad. Séjour de quelques heures, multiples rencontres. Et médiatisation, y compris par les chaînes arabes. Ce voyage permet de faire entendre aux ravisseurs de Chénaud et Malbruno un nouvel appel. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, rendez liberté aux 2 journalistes français parce que c'est le meilleur service que vous allez rendre à l'islam, aux musulmans et à la communauté musulmane. Après ce court séjour sur le terrain, la délégation repart persuadée d'avoir atteint son but. On nous a dit, écoutez, c'est seulement une question d'heure. Demain, le vendredi, c'est un jour sacré pour les musulmans. Donc, nous attendions vraiment la libération. Et puis, avant la prière du vendredi. Le soir même, c'est l'effervescence. Tout le monde y croit dur comme fer. C'est d'abord sur France 2, le ministre de l'Intérieur, qui annonce une bonne nouvelle pour le lendemain. Allez, on y va. C'est la journée de la prière, c'est vendredi, c'est un grand moment de rassemblement et de recueillement. Et je veux croire que nous pourrons espérer un heureux dénouement. Une fois de plus, les indications dont nous disposons vont dans ce sens. Elles sont positives, elles nous donnent confiance et nous encouragent à agir, mais jusqu'au bout, nous devons être prudents. Nous l'espérons tous bientôt. Au 15e jour, un autre ministre se risque à l'optimisme. De l'humanisme et ne sont pas encore définitivement en sécurité auprès de forces françaises, mais nous savons qu'ils sont vivants et qu'ils ne sont plus dans les mains des ravisseurs au milieu desquels ils se situaient. Que les ministres, et que ce ministre-là en particulier, prennent position précipitamment alors que la libération n'était pas encore effective. Donc il a annoncé des choses qui n'étaient pas acquises, en fait. On s'en est aperçu après. Je pense que ça a été prématuré. Vous savez, c'est une affaire délicate qui méritait beaucoup de discrétion, beaucoup de prudence. Et je pense que ces ministres-là se sont avancés trop hâtivement. Puis vient le tour de l'autre grande chaîne arabe. Al Arabiya déclare avoir reçu un coup de téléphone annonçant une libération imminente, mais il n'y aura jamais de suite. Rumeurs, informations fantaisistes, Michel Barnier a rejoint Amman. De son PC de crise, il appelle à plus de prudence. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais vraiment, nous devons les recevoir avec beaucoup de précaution, parce qu'il s'agit de la sécurité de 2 de nos compatriotes. Nous savons qu'ils seraient en vie et nous savons qu'ils sont bien traités. Au-delà, je souhaite qu'on soit très prudent et que chacun, partout, et notamment ici, garde son sang-froid. Sa première tentative avec le directeur du Figaro ayant échoué, le diplomate ivoirien Mustapha Aziz finit par obtenir un rendez-vous auprès d'un élu de la République. Son nom, Didier Julia. Élu de Seine-et-Marne, il est peu connu du grand public, même si en 2002, le député s'était fait remarquer un voyage dans l'Irak de Saddam avec 2 autres parlementaires. Il faut dire qu'au même moment, la diplomatie française s'opposait fermement aux Américains. Avec Aziz, Julia va tout de suite s'entendre. J'ai fait sa connaissance le soir du samedi 4 septembre. Et je me suis d'abord demandé quel était ce personnage, parce qu'il a une présentation particulière. Et j'ai discuté avec lui au bout d'1 heure, mais moi je suis un petit peu comme les Orientaux. Je me fie à ma première impression. Je regarde le type, je parle 5 minutes, j'ai mon impression. Et après, si je parle 1 heure, c'est pour savoir si mon impression doit être confirmée ou infirmée. Et quelle était cette impression? L'impression d'un type qui prenait des risques, mais qui savait ce qu'il faisait. Oui, mais alors là, le député est convaincu. Les contacts d'Aziz et les siens sont les bons.
Il serait dommage de ne pas jouer nos cartes, pense-t-il, surtout après les fausses libérations de ces derniers jours. Alors on s'est dit, si ça continue comme ça, les otages, ils sont là pour des années. Or, comme nous avons de nombreuses relations en Irak, en Syrie, en Jordanie, on s'est dit, on va aller voir là-bas si en creusant nos relations, on ne peut pas avoir des contacts avec les preneurs d'otages. Le voyage étant décidé, reste à assurer la logistique. C'est l'affaire de Moustapha Aziz. Pour cette mission d'un genre très spécial, le conseiller diplomatique va convaincre Laurent Gbagbo, le président de la République de Côte d'Ivoire, de prêter un avion. Voici les faits. D'abord, j'ai un copain, qui n'est pas nécessaire de nommer ici, qui était un jour de passage, je ne crois pas qu'il soit venu pour ça d'ailleurs, qui était de passage, qui me dit ah, Laurent, nous sommes une équipe, on a enlevé des otages, des journalistes français, on les a pris comme otages en Irak. Nous sommes un groupe autour de certaines personnalités proches de l'Élysée. Nous avons assez de ramifications dans la région là-bas. Nous pensons que nous pouvons les faire libérer plus rapidement que la diplomatie officielle. J'ai dit, bon, tant mieux pour eux. Il dit, mais seulement, voilà. L'Élysée ne peut pas officiellement nous aider à y aller en mettant à notre disposition des moyens de transport, parce que officiellement, l'Élysée, c'est sa diplomatie. Mais ils nous soutiennent. Alors, est-ce que tu peux nous aider en nous donnant un moyen de transport? Parce que cet ami, c'est que je prête souvent mes avions à des copains qui veulent faire ceci ou cela. Bon, donc, j'ai dit, bon, écoutez, quand vous serez prêts, dis-moi, mais tu es bien sûr que l'Élysée est au courant? Oui, 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 ils sont au courant, bon, mais... Et puis ils nous appuient. Ils sont non seulement au courant, mais ils nous appuient. J'ai dit, bon, si c'est pour vous donner un coup de main, moi j'ai ici 3 avions que je n'utilise pas tout le temps, je peux vous en prêter un. Et puis il est parti. C'est réglé. La diplomatie parallèle va pouvoir prendre son envol. Au 17e jour, Didier Julia et Moustapha Aziz décollent du Bourget en fin d'après-midi. Direction Amman, en Jordanie. La DGSE est informée. Elle transmet et laisse faire. Pendant ce temps, les islamistes soufflent le chaud et le froid à la télé et sur Internet. Un communiqué parlant au nom des preneurs d'otages réclame une rançon de 5 millions de dollars, tandis qu'une fatwa d'une armée dite secrète légitime les prises d'otages. Chez les négociateurs français, l'inquiétude monte. 3 jours plus tard, l'armée islamique en Irak dément réclamer une rançon, mais qualifie la France d'ennemi des musulmans. Au 21e jour, toujours aucune nouvelle des journalistes français. Les services s'activent, la diplomatie multiplie les initiatives. Dans l'avion aux couleurs ivoiriennes, Didier Julia, lui, rentre de Jordanie. Sur place, avec Aziz, le diplomate de l'UNESCO, il y a eu finalement quelques divergences de vues. Du coup, l'opération sauvetage est un fiasco. Malgré tout, le parlementaire tente de faire bonne figure. Si Jacques Chirac fait simplement un geste pour obtenir l'arrêt immédiat des bombardements, des morts civiles, et pour trouver une solution politique par les Nations Unies pour diriger la force des Nations Unies en Irak, la résistance s'engage à arrêter toutes les attaques dans les 48 heures. Et les attaques s'arrêtant, les otages seront immédiatement libérés, quelles que soient les circonstances. Quelques jours après ce voyage, le député rend compte de son déplacement. C'est en tout cas ce qu'il affirme encore aujourd'hui. Le lundi 13 septembre, j'ai eu le président de l'Assemblée nationale en ligne et je lui ai dit, voilà, je voudrais te rendre compte. Est-ce que je te rends compte en 10 secondes, en 20 secondes, en 30 secondes? Il m'a répondu, non, tu as tout ton temps et je voudrais tous les détails. Je lui ai donné tous les détails. Donc Jean-Louis Debré était au courant? Jean-Louis Debré, je l'ai prévenu dès mon retour. Et il m'a répondu à la fin de cet entretien, de toute façon, sache que le président sera informé dans l'heure qui suit de tous ces détails. Bien. Ces affirmations de Didier Julia, Jean-Louis Debré les a formellement démenties. Dans le périple de l'élu se tient un homme discret. Il s'appelle Philippe Brett. En vérité, depuis la capture de Chénaud et Malbruno,
il suit le dossier. Et à Bagdad, son contact s'appelle Mohamed Reda, l'organisateur du fameux méchoui proposé à l'ambassade. Parce que Philippe Brett, il a une très grande relation en Irak avec des gens, des responsables qui ont été au temps du régime de Saddam, des chefs des entreprises. Et il n'a pas besoin de guide. Et je crois que Philippe, dès le premier jour, il a commencé à travailler de la France. Il a commencé à faire le travail. Brett est persuadé que la filière de ce guide irakien aurait dû être suivie. Dès lors, pendant plusieurs semaines, il va encourager le député Julia dans toutes ses initiatives. À la mi-septembre, Jacques Chirac s'interroge. A priori, la gestion du dossier otage s'avère confuse. Il souhaite savoir ce que fait le maître espion Rondeau. Le chef de l'État connaît l'expertise du militaire sur l'Irak. Lorsqu'on lui répond que Rondeau est toujours à Paris, il ordonne son départ immédiat. Boulevard Mortier, la DGSE apprend la nouvelle. On apprécie mal l'arrivée du franc-tireur solitaire. Pendant 3 jours, la tension est vive. Un ordre a été donné à Rondeau, certes, mais on se sent presque désavoué. Finalement, le général affirme que le travail du service ne fait l'objet d'aucune critique et tout rentre dans l'ordre. Les affaires étrangères poursuivent leur collaboration avec la DGSE. Ses agents coopèrent avec Rondeau. Désormais, le général sera chargé de neutraliser sur le terrain tous ceux qui pourraient venir perturber le dossier. Un rôle qui s'avérera bien utile. Grande nouvelle ce 18 septembre. L'ambassadeur de France à Bagdad parvient à établir un lien indirect via Internet avec les preneurs d'otages. Établir le contact, c'était l'obsession des autorités françaises. Après tout, les ravisseurs se sont manifestés sur Internet dès le début de la crise. Des messages sont apparus, signés « Armée islamique en Irak ». Un lien virtuel pouvait donc être noué. Dans son bureau du ministère de la Défense, Philippe Rondeau a creusé l'idée. Les adresses des sites ont été repérées aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Premier pas d'une recherche à laquelle les services de la DGSE travaillaient aussi activement. Aujourd'hui encore, le processus est tenu secret. En tout cas, à Bagdad, Bernard Bajolet dialogue bel et bien par email avec les ravisseurs. Et pour être définitivement sûr qu'il s'agit du bon canal, il demande toujours sur son ordinateur une nouvelle preuve de vie, une vidéo. Et quand l'ambassadeur quitte son ordinateur, c'est pour mieux reprendre ses rencontres. Ce que les diplomates en poste au Moyen-Orient appellent la diplomatie du turban. Nous prenons tous les contacts utiles, nous poursuivons nos efforts et c'est tout ce que je peux vous dire à ce stade. Les échanges électroniques ont rapidement permis d'en connaître un peu plus sur les véritables exigences des ravisseurs. L'une d'entre elles, au moins, ne présente aucun problème pour la France. Elle va très vite être satisfaite, et cela à la tribune même des Nations Unies. La France, chacun s'en souvient, n'a pas approuvé les conditions dans lesquelles ce conflit a été déclenché. Ni aujourd'hui, ni demain, elle ne s'engagera militairement en Irak. Quelques phrases passées à l'époque inaperçues, mais bel et bien écrites à destination des ravisseurs, ce que confirme aujourd'hui le ministre. C'était une demande de leur part pour enclencher un processus de libération. Donc sans transiger, sans compromis, en répétant ce que nous croyons, en expliquant, c'est une autre demande qui nous a été faite, dans quelles conditions la loi sur la laïcité est appliquée en France, de manière intelligente, ouverte, pragmatique, en expliquant à nouveau ce qu'est cette loi. Nous franchissons à cette époque les différentes étapes. La diplomatie et les services secrets français, désormais en liaison avec les ravisseurs, l'espoir d'une issue rapide est permis. Malheureusement, le nouveau chapitre qui s'ouvre va brouiller toutes les cartes.
Journal de la mi-journée sur la chaîne El Arabia. Par téléphone, un Français se présentant comme médiateur affirme avoir rencontré les otages. Leur libération est acquise, claironne-t-il. Écoutez, vous me permettrez de rester... Leur évacuation vers la Syrie ne dépendrait plus que des autorités américaines en ouvrant un couloir aérien. Au Quai d'Orsay, c'est la stupeur. Celui qui vient de s'exprimer, c'est Philippe Brett. Souvenez-vous, l'homme derrière Julia, lors de son retour d'Amman après une tentative de libération avortée. Le collaborateur du député est bien entré en Irak quand il fait ses déclarations sur El Arabia. Et cela depuis 2 jours, comme le confirme d'ailleurs ce visa sur son passeport. Mais Brett est incapable d'apporter la moindre preuve de sa rencontre avec les 2 otages. Philippe Brett, pourtant, ne se démonte pas, bien au contraire. 2 jours plus tard, il frappe encore. En cette fin de semaine, les rumeurs d'une éventuelle libération de nos 2 otages en Irak, Christian Chesneau et Georges Malbruno, se faisaient de plus en plus précises. Il y a désormais une déclaration très encourageante. Sophie Larmoyer vient en effet de joindre à l'instant Philippe Brett, l'un des collaborateurs du député Didier Julia. Écoutez ce qu'il lui a annoncé. Bon, écoutez, je ne peux pas vous en dire plus. On est en train de finaliser. Je ne voudrais pas compromettre cette opération qui est déjà suffisamment compliquée comme ça. D'accord ? Vous êtes avec Georges Malbruno et Christian Chesneau. Écoutez, la réponse à la question est oui. Bon, maintenant, je suis obligé de raccrocher, m'en voulez pas. Nous écoutions Europe 1 à ce moment-là. Donc nous avons clairement entendu M. Brett affirmer qu'il était avec Christian et Georges. Et là, on s'est senti soulagés. On dit c'est bon. Et ben, malgré notre scepticisme par rapport à leur démarche, ils y sont arrivés. Donc on y a cru et on s'est senti soulagés. Néanmoins, on attendait quand même de les voir le soir à la télévision. Et pour ma part, moi j'ai eu ce petit doute quand même dans mon fond intérieur. Je me suis dit, ok, il est avec Christian et Georges. Pourquoi il ne les fait pas parler à la radio? Pourquoi on n'entend pas Christian et Georges dire voilà, je suis avec M. Brett, nous sommes avec M. Brett, nous sommes libérés, nous arrivons. J'entends dire à la radio, à la télévision, sur vos antennes, qu'ils vont être libérés, qu'un groupe privé va les faire libérer, qu'ils arrivent en Syrie. J'entends dire ça avec beaucoup d'assurance. Et je me dis que peut-être ce groupe est entré en contact, que les ravisseurs ont pu passer les 2 otages à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, pendant quelques jours. Donc voilà pourquoi nous avons pris la décision de laisser ces personnes qui prétendaient faire libérer Christian et Georges Malbruno faire la preuve de ce qu'ils disaient. Je ne prends pas le risque de les empêcher. Au même moment, les grandes oreilles de la DGSE ont intercepté la communication avec Europe 1. Brett est localisé en Syrie, pas en Irak. Curieux pour un homme qui affirme être à côté des otages. Je ne voudrais pas compromettre cette opération qui est déjà suffisamment compliquée comme ça. Je n'ai jamais prétendu être en Irak à ce moment-là. Il faut savoir que j'étais parti depuis le 27. J'ai passé plusieurs nuits sans dormir, ou peut-être 1 heure par-ci, 1 heure par-là. J'ai traversé donc le territoire irakien avec tous les risques que cela comporte. Que j'étais dans un état de stress total puisque j'avais passé la frontière irakienne à 22 heures. J'étais arrivé à Damas à 3 heures du matin. Et quand j'ai cet appel, qui aux alentours de 12h, 12h30, 13h peut-être, ça fait 10 heures que je suis en attente du convoi des otages donc de Chesneau et Malbruno, dans un état de stress total. Alors pourquoi j'ai dit que les otages étaient avec moi? Pour la simple raison, c'est que dans mon esprit, ils étaient en cours de transfert derrière moi et ils devaient arriver encore, à ce moment-là, j'avais encore ces informations, ils devaient arriver sur Damas. Donc à partir de là, j'ai dit effectivement, pour sécuriser le convoi qui me suivait, que j'étais en présence des otages, pour sécuriser le convoi et laisser penser qu'effectivement ils étaient à mes côtés. À leur frontière avec l'Irak, les services secrets de Damas confirment le passage de Brett. Mais nulle trace d'un éventuel convoi. Rondeau, dépêché sur place pour la circonstance, transmet à Paris une extrême méfiance et de rigueur. Le même soir, Didier Julia entre en scène à l'hôtel Cham de Damas. Philippe Brett, lui, se cache. Démarrage de 4 jours de huis clos pour 70 journalistes. Un huis clos avec intrigue de couloir,
Attente prolongée et conciliabule. Acte 1, les conférences de presse. Le député français met fin à l'espoir immédiat d'une libération. Et les raisons qu'il invoque tiennent du mauvais roman de Gare. Monsieur Julia, pour quelles raisons les otages français ne sont pas à Damas ce soir? Il y a des raisons de sécurité, puisque les Américains ont renforcé considérablement leur bombardement, que 2 divisions se sont mises en place sur le passage de la route des otages pour exterminer tout terroriste de passage. Je vous signale que 6 membres irakiens de la protection des journalistes ont été tués aujourd'hui. Et c'est pourquoi je suis très triste et que je comprends l'anxiété des familles des otages. La deuxième raison, c'est qu'il y a des valises de billets qui circulent avec des personnes qui parlent au nom de la France pour les remettre. Et incroyable. Dans l'auditoire, c'est la perplexité, mais le suspense continue. Deuxième acte, l'échec. Bien sûr, tout le monde s'est précipité pour constater les traces du bombardement à la frontière. Mais non, rien de rien. Quant à Didier Julia, il maintient ses accusations d'actes de guerre américains. Mais alors, y a-t-il encore quelque chose à attendre? Nous, ça fait 4 jours qu'on s'en occupe. Alors, il ne s'est pas passé des choses formidables. On a cru qu'il allait se passer, mais ce n'est pas un drame, en ce sens qu'il n'y a que 4 jours qu'on est rentré sur le terrain. 4 jours au vu et au su de tout le monde, oui. Mais cela fait plus d'1 mois que cet exercice de diplomatie parallèle a commencé. Troisième acte, le faux départ. Après une visite au souk, où il a acheté des draps, le député quitte le théâtre de ses déclarations. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir échoué? On n'échoue jamais dans la vie complètement, on n'a jamais de complet succès, on n'échoue jamais. Je vous conseille de vous relaxer, on a la visite des champs. En fait, des officiels français, rondeau en tête, l'ont invité à partir. Quatrième acte, le jour des surprises. Julia est partie, Brett demeure toujours invisible, mais attention. Bonjour. On vient aux nouvelles. Pour l'instant, il n'y en a pas, je suis en communication. Hein. Oui, je suis parti, je suis revenu, oui. Oui, d'accord, puis Monsieur Brett est toujours là. Monsieur Brett est avec vous. Et cette fois, c'en est trop. Les Syriens eux-mêmes pressent Didier et Julia de prendre la route du retour. Brett, lui, est sorti de sa tanière. Il convie une de nos consoeurs de France 2 à rencontrer un nouveau personnage. Rencontre surréaliste. Brett est en haut de l'écran, à droite. Et voilà que surgit l'un des fameux amis irakiens de l'équipe Julia, le cher Al Ghod. Cet homme d'affaires déclare être le porte-parole du Haut Conseil national de la résistance en Irak, organe créé à Bagdad durant l'été dans une quasi-indifférence générale. Mais pour les hommes du député, ce Haut Conseil, avec tous ses papiers en tête, c'est l'instrument politique de la négociation. À présent, le cher salue le travail de son ami Julia. Calmement, il prétend que Chesneau et Malbruno ne sont plus détenus. Alors à quoi bon lui reparler encore d'otages? Quels otages? Parce qu'il a tout fait. Les Français. Mais il a tout fait. Il y a des nouveaux. Ça va dire sur le cas. Il y a des otages, des autres. Il y a encore des otages français là-bas. Il y en a encore, des otages. Donc il ne serait plus en Irak. Putain, vous voulez leur mort ou quoi aux otages? Lucas. C'est lui qui avait pensé. Vous voulez remplacer le quai? Oui, ça m'a. Non, je le dis, je vous le redirai. Je vous le dirai dans les télés si vous le faites. Enfin, si. C'est gravissime ce que vous dites. Vous vous rendez pas compte où vous êtes ici? C'est Philippe Brett qui proteste. Celui qui prétendait avoir vu les otages interdit maintenant qu'on en sache plus. Dans tout cet épisode, les services secrets syriens ont coopéré avec leurs homologues français. Même si en France, la presse s'interroge beaucoup sur le rôle joué par Damas dans la prise d'otages.
À Paris, l'épisode Julia est devenu une affaire d'État. On en oublierait presque les 2 otages français. Toute la presse s'interroge sur cette folle équipée et remet en cause la version officielle selon laquelle le gouvernement et l'Élysée ne savaient pas. Je pense que les autorités étaient au courant, ne se faisaient pas forcément d'illusions sur Julia et sur les chances de Julia d'obtenir la libération, mais que ces mêmes autorités se disaient, après tout, si par chance ils obtiennent la libération, on ne va pas faire grise mine. Ce qui compte, c'est que les otages reviennent. Tandis qu'à l'Assemblée nationale, le député est sommé de s'expliquer devant la Commission des Affaires étrangères. Vous avez été rappelé à l'ordre par Michel Barnier? Absolument pas. À Matignon, le Premier ministre, lui, tente de rassurer. Tous, membres du gouvernement ou leaders de l'opposition, sont invités à visionner la dernière preuve de vie reçue par l'ambassade de France. En fait, un CD-ROM de quelques secondes prouvant que 3 semaines plus tôt, les otages étaient en vie. Car la crainte désormais, c'est que l'expédition Julia n'ait provoqué quelques interférences. J'étais avec toute notre équipe dans une phase qui était pour moi la phase finale d'un processus de libération. Le 28, le 29 et le 30 septembre. Nous étions en dialogue indirect avec le groupe des ravisseurs. Et ce dialogue a été interrompu. Voilà ce que je constate. Et il nous a fallu plusieurs semaines pour le reprendre. C'est un fait que je constate et je ne fais pas d'autres commentaires. L'après-midi, devant les parlementaires, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Jean-Pierre Raffarin clôt l'épisode. La France ne joue pas double jeu. La démarche personnelle de M. Julia, sans aucun mandat officiel, n'a pas été approuvée, n'a pas été soutenue. Sur le terrain, l'ambassadeur de France est reparti avec son bâton de pèlerin, une fois encore. Nous reprenons maintenant le fil de nos contacts avec patience, avec persévérance et avec discrétion pour obtenir la libération des otages français. Et on comprendra naturellement que je ne puisse pas en dire plus à ce stade. Merci. 8 jours plus tard, des contacts indirects avec les ravisseurs reprennent. C'est ce que le gouvernement affirme le 13 octobre précisément. Il est vrai qu'entre-temps, une nouvelle vidéo des otages, la 4e, était arrivée à l'ambassade de France. La pression médiatique retombe, le brouhaha s'estompe. C'est un peu le moment où on a le sentiment que c'est très difficile. Vous avez ce sentiment parce que nous ne disons rien. Parce qu'on sait que dans une affaire aussi grave, aussi importante, où la vie de 2 personnes est en cause, on ne peut rien dire. C'est un peu frustrant pour un ministre de n'utiliser pendant 4 mois que 3 ou 4 mots. J'ai utilisé 3 ou 4 mots pendant ces 4 mois. Le mot de confiance, le mot de prudence, le mot de patience. Mais c'était la condition pour préserver la sécurité de Christian Chesneau et Georges Malbruno. Donc nous travaillons beaucoup pendant cette période. Sur place, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, d'autres personnes qui nous aident, nous travaillons beaucoup. Nous cherchons des contacts, nous vérifions, nous recevons des informations, nous faisons notre travail avec le sentiment que ça peut durer du temps. Mais je vous rappelle que dans d'autres crises, dans d'autres guerres, il y a eu des enlèvements qui ont duré parfois plusieurs années. Donc Ingrid Betancourt... Bonjour, c'est Sophie Marceau. Bonjour, c'est Bernard. Aujourd'hui, lundi 18 octobre, c'est 67 jours de captivité en Irak. Plus de 80 jours maintenant que l'équipe de journalistes a disparu. À Bagdad, les attentats quotidiens se succèdent. Mais l'actualité se concentre désormais sur Falloujah, l'une des villes du fameux triangle sunnite dont les Américains tentent de prendre le contrôle. Le 12 novembre, dans une maison qu'ils investissent, les Marines mettent la main sur un prisonnier, vivant et menotté. Il s'appelle Mohamed Al-Joundi. C'est le chauffeur des 2 journalistes français. Débriefé par l'armée américaine pendant quelques jours,
Il réussit non sans difficulté à rejoindre l'ambassade de France, puis rapidement Paris. Séparé des deux journalistes depuis début septembre, il y a 2 mois et demi, il ne peut guère donner d'informations utiles sur la situation de ses amis. Mais son témoignage permet de prolonger l'espoir. En fait, lorsque nous avons su qui nous avait enlevés, nous étions optimistes. Nous étions optimistes parce qu'il ne s'agissait pas d'un groupe extrémiste qui voulait nous faire du mal, sans aucune raison réelle. 1 sur 3. Le compte n'y est toujours pas. Le samedi 27 novembre marque le 100e jour de détention. Pour ne pas oublier, un clip. Les journalistes sont nos yeux et nos oreilles. Sans eux, voici comment nous verrions le monde. Un clip diffusé sur toutes les chaînes. Georges Malbruno, Christian Chesneau et leur chauffeur Mohamed Al-Joundi travaillaient en Irak pour nous tous. Ils sont otages, ne les oublions pas. Soutenez-les avec Reporters sans frontières. En ce 100e jour de détention de nos 2 compatriotes en Irak, je voudrais lancer un appel aux ravisseurs pour leur dire que le moment est venu de retrouver le chemin de l'humanisme et de rendre leur liberté à ces 2 otages. Le surlendemain, le chemin de l'humanisme passe par Amman. Au moins pour un autre otage, dont la libération amène un espoir supplémentaire aux négociateurs français. L'homme, qui vient de se présenter spontanément à l'agence France-Presse, est un camionneur égyptien. Il affirme avoir été retenu avec Malbruno et Chesneau dans une pièce voisine de leur cellule, située dans une ferme des environs de Bagdad. Il n'y avait que les 2 journalistes français. Ils ne semblaient pas fatigués, ils avaient l'air en bonne santé, nous étions bien traités. Nos ravisseurs étaient musulmans sunnites. Ils portaient la barbe, ils se demandaient s'il fallait transférer les Français à Falloujah. Mais l'un d'eux a dit que la route était trop dangereuse, alors ils y ont renoncé. En France, ce témoignage est pris en compte, il est loin d'être essentiel. Désormais, une période de discrétion absolue va durer plus d'1 mois. Cela ravit la DGSE. Elle a mobilisé ses forces. Le patron, Pierre Brochant, tient réunion sur réunion. Du Vietnam à Israël, il sait ce que veulent dire crise et silence. En Irak, une vingtaine de ces hommes sont à la recherche du bon canal pour entamer cette fois l'ultime négociation. Mais dans cette ville en guerre, ils redoutent l'interférence américaine. Les communications, les déplacements sont sous surveillance. Face à un tel déploiement de force, les Français doivent rester impérativement autonomes. Et puis il y a l'impondérable. Comme ce 11 novembre où le service action de la DGSE frôle la catastrophe. Rue Sadoun, dans cette artère commerçante, à 11h30, une voiture piégée explose. 9 morts, 29 blessés. Une dizaine de véhicules incendiés, parmi lesquels celui de la DGSE. Voiture détruite, les agents français fortement secoués disparaissent dans la confusion générale. Un fastidieux travail de vérification commence. Autour de l'ambassade, ils sont très nombreux à proposer leur aide. Nous avons eu un certain nombre de pistes qui pouvaient présenter des éléments a priori intéressants et que nous avons dû suivre en vérifiant systématiquement ce que les uns et les autres pouvaient nous apporter. Parfois avec des éléments de crédibilité importants qui nous ont fait, qui ont fait que nous avons passé beaucoup de temps sur ces pistes-là, qui au bout du compte n'aboutissaient nulle part. Tout est soumis à Paris. Sérieux, pas sérieux, nouveau contrôle. Fin novembre, un intermédiaire apporte enfin du concret. À Paris, les autorités transmettent aux familles les éléments qu'il a fournis.
Nous avons eu un message écrit, daté du 21 novembre, message donc écrit de la main de Christian et un message écrit de la main de Georges, voilà, reprenant encore ces termes de que tout allait bien, qu'il n'était pas maltraité et que... Là, vous étiez sûr que c'était lui qui l'avait écrit? Oui, nous avions reconnu son écriture. C'était pour nous un document déjà certifié par les services français, mais surtout authentifié par nos soins. La capitale se laisse investir peu à peu par les décors de Noël. Et d'autres preuves de vie sont encore arrivées. Images, journaux, toujours avec l'écriture des otages. Une semaine avant les fêtes, les autorités sont plus que confiantes. L'équipe de Bagdad doit maintenant remplir l'une des conditions de la négociation. L'armée islamique veut s'en tirer sans encombre. Alors le choix du rendez-vous est absolument crucial. Oui, les ravisseurs nous font savoir que la décision est prise, que ça sera à tel endroit, qui n'est d'ailleurs pas le même endroit que celui qui avait été initialement prévu. Et donc nos services, nos agents, avec toutes les conditions de sécurité requises, se rendent à l'endroit qui leur est indiqué. C'est au bord d'une autoroute, donc très bruyante. Et ce 21 décembre commence donc vers 11 h par un changement in extremis de destination. On craint des témoins indésirables, des soldats américains en particulier. Vers 15 h, nouvelle direction, à l'ouest de la ville. Cette fois, le contact va enfin avoir lieu. Le climat est très tendu. Les hommes du service action portent des armes sophistiquées. Le chef de poste de la DGSE est arabisant. Après quelques minutes, il parvient à calmer ses interlocuteurs. Les otages sortent du coffre où ils étaient dissimulés. Ils sont libres. Au 124e jour de détention, Al Jazeera annonce la bonne nouvelle. Ultime apparition des deux ex-otages et lecture d'un communiqué de l'armée islamique. Les deux hommes ont été libérés pour 4 raisons. Ils ne sont pas des espions, leur position à l'égard de la question palestinienne et celle de la France sur l'Irak ont été prises en compte, de même que l'intervention des autorités religieuses. Au pied de l'avion qui les ramène sains et saufs, c'est l'émotion, la joie et le trouble. J'ai vu 2 personnes sortir de cet avion, descendre de la passerelle et s'avancer vers nous. Et c'est très fort parce que je n'ai pas reconnu mon frère. Je ne l'ai pas reconnu et il y a eu quelques secondes que ma mère était à côté de moi et c'est vrai que c'est quelques secondes où vous vous dites mais je pensais que c'était 2 techniciens en fait qui descendaient et que nous allions voir Christian et Georges faire une pause en haut de la passerelle et nous saluer quoi, faire une pause et descendre tranquillement. Et j'ai vu je vous dis ces 2 types avancer vers nous et je dis mais c'est qui pourquoi ils avancent vers nous? Et c'était mon frère et Georges. Et là, on a compris, par le regard qu'il avait, toute la douleur et toute son histoire, tout son vécu pendant ces 4 mois et toute l'horreur de cette histoire, quoi. Alors moi, je suis allée chercher un parapluie. J'ai eu le malheur d'aller rechercher un parapluie. Et j'ai dû être coincée un peu trop longtemps derrière les gardes du corps. Donc j'ai pas vu Georges descendre de l'avion. J'ai pas vu descendre d'avion. Et quand vous le retrouvez, il m'est arrivé dans les bras comme ça, quoi. Voilà. Et déjà l'heure des règlements de compte a sonné. L'initiative du député Julia reçoit sa première réponse. Et ça mérite que le mépris. Dans le salon de Villa Coublé, les officiels voient enfin ceux qu'ils connaissaient sans jamais les avoir rencontrés. Mais le triomphalisme n'est pas de mise. Non, c'est un soulagement parce que nous avons fait notre travail et qu'il a abouti, parce que ces 2 hommes sont en vie.
non seulement pas une victoire. Pour ma part, je pense que cette mobilisation générale, nationale et voire internationale, je pense a contribué à la survie et en tout cas à maintenir en vie Christian et Georges. Je pense que les ravisseurs ont pris conscience peut-être de l'intérêt, en tout cas de la valeur de Christian et de Georges, et c'est ce qui peut-être les a maintenus en vie. Voilà, donc maintenant on va classer ranger ce portrait, mais l'affaire n'est pas pour autant classée, puisque maintenant il va falloir qu'on construise le bonheur que l'on avait prévu. Voilà, donc il y a un chantier encore. Ce soir-là, les responsables savent qu'il faudra tirer les leçons de ces 124 jours. Comme à chaque fois en matière de prise d'otages, les mêmes questions reviennent, valables pour tout le monde. Y a-t-il eu bonne coordination? Quelle contrepartie précise a-t-on donné? Sur l'éventuel paiement d'une rançon, le démenti est radical. Et même si au moins nous avons dû payer un intermédiaire, nous ne le dirons jamais, nous a confié l'un des acteurs du dossier.